En conclusion, on a mis en évidence deux principes fondamentaux. Autant que possible, on tente de mettre les méthodes dans la même classe que les données ciblées par ces méthodes-là, et on tente de protéger les données au maximum. Donc, les tirelires modèles 2 et 6 sont des exemples parfaits du respect de ces principes. Le premier pour ce qui est d'une classe statique, et le second pour ce qui est d'une classe instantielle. Malheureusement, il n'est pas toujours possible ou simple de mettre les méthodes avec les données pour les raisons suivantes. Le code de la classe qui contient les données peut être inaccessible, comme les classes du langage lui-même ou les classes qui proviennent d'un package tiers, donc des packages NuGet. Les données ciblées apparaissent dans plusieurs classes, ou alors une même donnée se retrouve dans plusieurs classes. Donc chaque situation demande une certaine dose d'inventivité dans les stratégies adoptées pour y faire face, comme on a pu le voir dans la section 1. Dans le cas où le code d'une classe instantiable est inaccessible et qu'on veut malgré tout ajouter une méthode ou plusieurs méthodes pour la dite classe, deux stratégies sont envisageables. La première, créer une nouvelle classe statique et ajouter une méthode d'extension dans cette nouvelle classe. On a vu ça dans la section 2. La deuxième, créer une nouvelle classe dérivée de la première par héritage et ajouter une méthode d'instance dans la classe dérivée. On a vu ça dans la section 4. Donc ici, on a la possibilité d'étendre versus hériter. Donc, en étendant, il faut créer une classe utilitaire qui contient des méthodes d'extension. Et en héritant, on utilise l'héritage ici. Donc, c'est deux stratégies pour ajouter une méthode à une classe existante, si on veut. La technique d'héritage peut fonctionner parce que même si on crée une nouvelle classe, un objet de la classe dérivée peut se substituer à un objet de la classe de base dans toutes les méthodes existantes. Cette capacité extraordinaire porte un nom, on l'appelle le principe de substitution de Liskov, le fameux L de solide. C'est pour cela que toutes les méthodes qui s'appliquent à Object s'appliquent aussi à tous les autres types. C'est parce que tous les types dérivent de Object. Donc, hériter ou étendre. En général, il est plus facile d'étendre, donc d'ajouter des méthodes d'extension. Ça serait mon premier choix. Mais certaines classes sont conçues pour être héritées. Par exemple, parce qu'elles disposent de membres protégés, protected, ou virtuels. On n'a pas encore vu ça. Cela facilite le travail dans la classe dérivée qui possède alors des pouvoirs extraordinaires par rapport à une simple extension. Par ailleurs, on veut parfois ajouter des données d'instance additionnelles à une classe, pas juste des méthodes. Dans ce cas, la voie de l'héritage est la seule qui tienne la route. Notez que certaines classes sont scellées, donc sealed, comme string, et ne sont donc pas dérivables. Dans ce cas, seules les extensions sont possibles. Enfin, en Java, et dans certains autres langages, les méthodes d'extension n'existent pas. Dans ces langages, l'héritage est donc préférable. Sinon, on doit se rabattre sur les méthodes statiques de classe dans une classe séparée, comme on a vu dans le modèle 3. Ce qui engendre un code plus lourd et moins naturel, comme on l'a vu. Pour ce qui est de l'accessibilité, on a découvert au passage un nouveau spécificateur. On connaissait déjà public, on connaissait private, donc public, le membre. Les membres, par exemple, les données ou les fonctions, sont accessibles à tout le monde. Private, le membre, que ce soit une donnée ou une fonction, est accessible uniquement dans la classe elle-même. Alors, on a maintenant l'accessibilité protected ou protégée, qui fait en sorte que le membre est accessible dans la classe elle-même et à toutes les classes descendantes, mais pas aux classes étrangères. Donc, ça reste dans la famille, si vous voulez. Pour ce qui est de la protection des données, il faut toujours choisir la protection maximale qui s'applique à la situation. On avait déjà vu les champs privés, les champs publics, les propriétés getPrivateSet, les propriétés getSet. Maintenant, on rajoute les propriétés getProtectedSet. Donc, le champ privé, la donnée n'a pas besoin d'être connue à l'extérieur. GetPrivateSet, la donnée doit être lisible à l'extérieur, mais reste mutable à l'interne. GetProtectedSet, la donnée doit être mutable aussi dans les descendants. GetSet, la donnée est mutable à l'extérieur. On réserve ce cas de figure-là uniquement pour les classes de données. Et finalement, les champs publics, on évite ça, sauf pour ce qui est des constantes ou des quasi-constantes. Donc, c'est maintenant votre historique Git en le superposant par-dessus celui que vous avez ici.
donc en ayant l'auteur, les dates, etc. Et notez que la section 7.1, vu qu'elle ne contenait aucun code, il n'y a aucun commit associé à la section 7.1. Donc, vous pouvez maintenant vous auto-évaluer avec le pointage que vous avez ici pour donner un total sur 10. Vous remettez sur les A avec le temps que ça vous a pris pour faire ce module. En fait, cette partie du TP. Alors voilà, c'est la fin.